Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi, une fois encore, de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Un nouvel invité dans ce numéro, c'est M. Bahouri, un habitué évidemment de cette émission, acteur majeur de la vie politique de notre pays. Il est président du parti UDD, qui nous reçoit ici chez lui, comme d'habitude, pour parler de l'actualité, parler de la vie politique, mais aussi parler de cette instabilité qui marque notre pays. Évidemment, au fond de cette instabilité, la résistance active lancée par le FNDC, à la clé, plusieurs morts, des dégâts matériels importants sur le terrain, ici à Conakry, à l'intérieur du pays. Évidemment, quel est son regard sur cette situation et bien entendu sur l'information la plus récente, c'est-à-dire le décret du président de la République reportant ces élections législatives. Est-ce une opportunité pour faire en sorte que ceux-là qui ne sont pas dans le processus y reviennent, de sorte à, on va dire, améliorer le processus, répondre à toutes les demandes des partis politiques qui contestaient le processus. Monsieur Bahouri, merci de nous recevoir une fois encore ici. Merci, c'est un plaisir de vous recevoir et j'en profite. Je pense que notre dernière émission date de l'année dernière. Absolument, de 2019. Donc, bonne et heureuse année pour l'année 2020 qui commence sous des auspices d'inquiétude et d'incertitude, mais espérons qu'elle se termine dans le bonheur et dans la convivialité pour l'ensemble de nos compatriotes. C'est sûr que l'année commence mal, on va dire, au plan politique et social, en tout cas pour notre pays. Déjà, pour parler d'informations liées à votre parti, l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement, vous étiez récemment dans une tournée en forêt. Qu'est-ce qui explique cette tournée? Est-ce que c'est dans l'élan de l'implantation du parti ou est-ce que c'était pour des raisons urgentes d'aller vers la forêt? Vous savez, à partir du moment où vous êtes un acteur politique, comme vous l'avez dit, majeur dans la vie nationale, aucune action n'est neutre politiquement. La raison essentielle de ma visite à Zérekouré principalement, c'était d'aller saluer les parents de nos responsables qui étaient endeuillés par la disparition pour Jean Bien-Aimé Haba de sa grand-mère et pour M. André Habalamou, la disparition du patriarche de Paya. Jean Bien-Aimé Haba qui est votre vice-président? Oui, oui. Et donc c'était important d'aller réconforter les familles et montrer notre solidarité par rapport à cette souffrance. En plus de cela, c'était essentiel d'aller saluer les patriarches, notamment le patriarche de Zérekouré et les responsables des communautés dans cette grande capitale du sud de notre pays. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous avez un certain dénominateur commun avec deux autres grands partis, si je ne me trompe, c'est par exemple le RPG et l'UFR. Quand on regarde un peu dans l'histoire, on a l'impression que ces partis avec des visages de proue de la politique trouvent leur origine en forêt. Comment ça s'explique? Je ne sais pas. Vous savez, l'UFR, c'est clair que c'est né en forêt. Et c'est d'ailleurs quelqu'un de cette région qui était d'abord à la tête de ce parti et puis qui a décidé de passer le parti à Sida Touré. Le RPG, je ne sais pas si c'est pas de bonnes informations, mais il me semble que le parti a été lancé aussi en forêt. Et c'est un peu le même dénominateur commun que vous? Bon, vous savez que il y a une particularité de la région de la Guinée forestière. C'est historique et puis ça relève aussi d'un aspect géostratégique. Il y a une multitude de communautés qui vivent et qui coexistent pacifiquement dans cette région. Donc c'est une région plus ou moins, j'allais dire, loin du centre, donc délaissée dans une certaine mesure, donc avec une population qui est
politiquement évolué avec un niveau d'instruction particulièrement élevé par rapport au reste du pays. Donc c'est un terreau fertile pour des idées nouvelles, pour une vision positive de la société guinéenne et de son avenir. Et c'est cela qui fait que la Guinée forestière est l'une des régions les plus cosmopolites et qui a accueilli et qui accueille toutes les communautés de notre pays. Et que c'est une région aussi qui est particulièrement riche, Absolument. avec un potentiel agricole extrêmement important, avec des courants d'échanges commerciaux avec le Libéria, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire, et vers l'est pour la Haute-Guinée et le Mali. Donc tout cela fait que c'est une région particulièrement importante, attractive. Et bon, c'est la raison pour laquelle le patriarche de Zéro-Corée, dans notre entretien, m'a fait savoir que pour faire cohabiter toutes ces populations autour des dynamiques de paix et de confiance mutuelle, son équipe autour de lui, toutes les communautés composantes qui habitent la région sont représentées au niveau du conclave entourant le patriarche de Zéro-Corée. C'est ça qui fait la force de cette institution qui œuvre pour la paix et la stabilité. Et ils nous ont même indiqué la démarche que le patriarche a engagée vers le Fouta lorsqu'il y a eu, disons, des troubles à Pita Labé, principalement lorsque le domicile de El Hadj Bano Ba à Pita a été agressé. Donc la dynamique, c'est d'aller prêcher partout la tolérance, la coexistence des communautés dans le respect des coutumes des uns et des autres. Et ça, c'est extrêmement important. Et cet esprit, je pense que j'ai retrouvé au niveau du patriarche. C'est un esprit que, je l'ai déjà dit, si c'est cet esprit qui préside aux destinées de la Guinée, nous aurons l'un des pays les plus merveilleux de la région. Malheureusement, ce genre d'esprit n'est pas le mieux partagé. Bon, alors ce n'était pas seulement l'objet de votre présence à Zéro-Corée. Oui, présenter les condoléances aux familles de vos collaborateurs qui ont perdu les leurs. Disons qu'il n'y avait pas de raison politique. Est-ce qu'il y avait lieu aussi d'implanter le parti, d'élargir le parti, ou est-ce que le parti est déjà suffisamment représenté en forêt? Bon, d'abord, en chaque chose, il faut aller vers, disons, les personnes représentatives des valeurs et des populations. J'ai été absent pendant une longue période de notre pays du fait de l'exil. Par la suite, mon retour a été très mouvementé. Ça m'a empêché de faire disons des visites à l'intérieur que j'aurais dû faire, que je n'ai pas dans une certaine mesure fait jusqu'à présent, mais ce sera fait par la suite pour aller à la rencontre de mes compatriotes. Il faut connaître la Guinée, il faut connaître les réalités des populations, et le fait d'aller en Guinée forestière, c'est de constater par soi-même de ce qui est fait, de ce qui manque, des difficultés des uns et des autres. En ce qui concerne l'implantation du parti, ça c'est déjà un acquis, c'est un acquis en forêt. Non, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de connaître la Guinée. Mais c'est d'avoir aussi une base militante, n'est-ce pas? Alors, le reste suivra son train-train sans problème. Il y a eu un petit souci, je crois, avec le préfet. On a entendu le préfet de Zéro-Corée dire que Bahouri était en train de tourner dans la région sans informer les autorités administratives. Est-ce que c'est vrai ou faux? Bon, la déclaration de monsieur le préfet, cette déclaration qui a été publique après mon départ de Zéro-Corée, n'a pas de valeur intrinsèque parce que ça ne correspond pas à la réalité, puisque j'ai rendu visite au gouverneur
de la région. Et je pense que c'est l'autorité la plus représentative de l'État en Guinée forestière. Bon, j'étais allé également à Gouiké rendre visite aux parents d'un de nos responsables, et ça a été une occasion de rencontrer le maire de Gouiké, qui est un ancien et un fidèle de M. Jean-Marie Doré, et avec qui nous avons évoqué la mémoire de Jean-Marie Doré. L'entretien était en public pratiquement, puisque M. le sous-préfet était de la partie. Donc je crois que, vous savez, le préfet de Zérékoré est certainement mal informé. Était mal informé. Alors en parlant d'actualité, deux aspects nous intéressent. C'est d'abord la résistance active avec son lot de dégâts en termes de morts, évidemment de matériel perdu, mais aussi c'est l'aspect politique avec le report des élections. Évidemment, report d'élections dont nous allons parler dans la deuxième partie de l'émission. Pour l'instant, parlons justement de cette résistance active. Depuis qu'elle a commencé, c'est maintenant qu'on vous a dans cette émission pour en parler. Quel regard vous portez sur les conséquences de la résistance? Évidemment, depuis le 13 janvier jusqu'à maintenant, on compte plusieurs morts. Mais aussi sur le terrain, il y a des édifices publics qui ont été mis à terre. Vous avez parlé tout à l'heure du patriarche de Pita, dont le domicile a été attaqué, entre autres. Donc, quel bilan vous tirez justement de ces jours, de ces 3 semaines de résistance, en termes de responsabilité de part et d'autre, de vous qui avez lancé le mot d'ordre, mais aussi du gouvernement lui-même? Bon, vous savez, par rapport à cela, il faut être clair. La responsabilité d'assurer la sécurité de tous incombe au pouvoir public. Protéger même les manifestants, protéger les symboles de l'État, assurer la cohésion nationale, faire respecter les lois de la République. Ça, c'est une obligation des pouvoirs publics. Donc, ceux qui sont dépositaires de ce mandat devraient s'atteler à respecter cela. Mais malheureusement, si ce sont les dépositaires de ce mandat qui violent les dispositions légales et réglementaires dans notre pays, qui, au lieu d'œuvrer dans le sens de la cohésion, sont en train de prêcher la haine et opposer les Guinéens les uns aux autres, et procéder à des répressions sélectives et ciblées pour faire croire que c'est une région ou une communauté qui s'oppose à la volonté du pouvoir présidentiel, tout cela est le premier acte et l'aspect majeur, disons, de la source de violence que nous sommes en train de subir. Ça, c'est extrêmement important. Ceux qui sont les dépositaires des forces qui l'utilisent de manière abusive, vous avez vu des vidéos qui ont fait le tour du monde, qui le montrent, des forces de l'ordre qui n'hésitent pas, comme si c'était un champ de bataille, qui tirent sur des enfants, sur des filles, qui se protègent derrière des femmes pour sortir d'une mauvaise situation. Tout cela, ce sont des actes qui montrent que l'initiative de la violence est du côté de ceux qui détiennent les pouvoirs publics. Et ça, c'est de leur responsabilité. Bon, moi j'ai eu le ministre de la Sécurité Damantan en émission qui a dit, évidemment, c'est le rôle régalien de l'État d'assurer la sécurité de tous, même ceux qui manifestent. Mais cela est possible et facile si ceux qui lancent des mots d'ordre d'exercice de liberté publique comme des manifestations ont identifié des points donnés, des espaces donnés qu'ils vont occuper. Mais dès lors que c'est de façon disparate, ci et là, avec un ton d'insurrection, en ce moment, c'est une situation qu'on ne peut maîtriser. C'est comme ça qu'ils expliquent le fait qu'il y a ces cas
de violence ici et là, et que dans la mesure du possible, quand les agents doivent se défendre, ils arrivent souvent donc il y a ces violences. Comment vous réagissez à cela? Donc c'est une manière de justifier que des policiers aillent à l'intérieur des quartiers tirer sur les gamins, non pas pour les immobiliser, mais pour les atteindre et les neutraliser définitivement. Parce que un tir de sommation répond à une technique bien précise. Mais lorsque des personnes sont atteintes au niveau de la tête, au niveau du cœur, c'est que ces personnes ont été visées pour être abattues. Comme, disons, du gibier. Et ils disent qu'ils ne savent pas effectivement qui tire pour tuer. Bon, à partir du moment où vous le dites, est-ce que vous vous êtes donné les moyens à un moment donné de faire toute la lumière sur cette affaire? Ça n'a jamais été le cas. S'il y a une volonté publique et politique de déterminer qui sont les auteurs de ces assassinats, je pense qu'il y aurait eu depuis belle lurette l'extinction de l'utilisation des armes à feu lorsqu'il y a des manifestations. Mais même pour une manifestation de revendication d'enseignants par les enfants pour pouvoir étudier correctement, vous dénombrez des morts. Cela veut dire que l'utilisation des armes à feu, l'utilisation de la violence est banalisée dans notre pays, et c'est ça le mal, et c'est le règne de l'impunité. Vous ne pouvez pas justifier le fait que lorsqu'il y a une marche funéraire en bonne et due forme, qu'il y ait des forces de l'ordre qui viennent tirer au niveau dans les rangs, jeter des grenades lacrymogènes dans les cimetières, dans les mosquées. Récemment, lorsqu'on était à l'enterrement de monsieur Sow, qui a été assassiné récemment au niveau de Koza, il y a des jeunes filles qui rentraient tranquillement après l'enterrement. Mais c'est par chance qu'une des jeunes filles, lorsqu'elle a été interceptée par un car des forces de l'ordre, il y a eu un tir qui l'a effleuré au niveau de l'oreille. Ça, c'est une réalité, ce n'est pas une invention. Et ça, c'est extrêmement grave. Comment des forces de l'ordre qui sont identifiables en pleine journée peuvent-ils se permettre de tirer sur des enfants, sur leurs concitoyens, comme s'ils étaient à la chasse d'un gibier? Donc ça, le gouvernement est au début et à la fin de tout ça. Ça, c'est la responsabilité du pouvoir public, de mettre de l'ordre. Et entre nous, je vais vous dire que je suis allé voir la semaine dernière M. Damantan pour lui dire de tout faire, de par sa responsabilité, pour préserver aujourd'hui, demain et après-demain son image, de faire cesser les tueries sur l'ensemble du territoire, parce qu'il a la charge du ministère de la Sécurité. Et c'est triste que depuis l'indépendance, ça fait bientôt 60 et quelques années, la tuerie est devenue un fait banal dans ce pays. On va continuer là-dessus tout à l'heure, M. Baouri. Juste le temps pour nous d'observer une petite pause dans cette émission. Derrière, on se retrouvera à la deuxième partie de Café Débat pour continuer à parler effectivement de cette résistance active du FNDC qui a pris 3 semaines, pas seulement toutes les semaines de bout en bout, mais quelques 2 jours par semaine, et en fait donc des morts et des dégâts importants sur le terrain. À tout de suite. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat. L'invité du jour, c'est M. Baouri, président de
l'UDD, et comme vous l'avez constaté, qui nous reçoit ici chez lui, et nous parlons de l'actualité dans notre pays. Évidemment, on reste sur ce sujet encore, la résistance active du FNDC. Vous avez parlé de ces cas de mort, et la responsabilité première, et même selon vous, globale, relève et imputable au gouvernement. Alors, derrière ces cas de tuerie, depuis le 13 janvier, il y a le discours qui, évidemment, qui se radicalise, mais aussi il y a une sorte d'indignation, et on a entendu parler finalement de ciblage de ces tueries. Et beaucoup ont pris la parole pour dire qu'il y a une sorte de ciblage d'une communauté, et cette communauté qui donc est fortement mobilisée au sein du premier parti politique de l'opposition, l'UFDG, la communauté Peul, et c'est là même qu'il y a eu la sortie de ces autres sages qui ont condamné un certain discours qu'on prêterait donc à El Hadj Sanloi, qui est donc à la tête de la coordination Ali Poulard. Quel regard vous portez sur ce discours? Est-ce que vous êtes de ceux-là qui pensent qu'effectivement il y a une sorte de ciblage d'une certaine communauté? Bon, je pense que ce qui est évident, des citoyens guinéens sont ciblés, des citoyens guinéens sont tués, non pas par des forces étrangères, mais par des forces qui portent l'uniforme, disons, des forces de défense de sécurité de notre pays. Ça, c'est une réalité, et je pense que c'est cela qui est profondément condamnable. Il est tout à fait secondaire derrière de chercher quel est le nom de la personne qui a été tuée. Ce sont des citoyens guinéens à part entière. Et il ne faudrait pas tomber dans le piège de ceux qui instrumentalisent cette violence pour crier et pour divertir la population par rapport au champ des revendications démocratiques qui ont cours. Ils cherchent à déplacer les problèmes pour que, au lieu qu'on parle de la violation de la Constitution, au lieu qu'on revendique contre la corruption du fichier électoral, qu'on pense à se s'entre-déchirer entre communautés. C'est une volonté délibérée de créer une diversion. Il ne faudrait pas qu'on tombe dans le piège. Le président de la coordination Hal Poulard, El Hadj Ousmane Sanloi, il est dans son rôle, de par la mission de cette coordination, de s'insurger contre des violations des droits des membres ou des supposés membres de sa coordination. C'est la même chose que lorsque El Hadj Sekouna Souma s'insurge contre des violations faites à certains des fils de la Basse-Côte, notamment des militaires. C'est la même chose que lorsque, disons, les coordinations mandingues s'insurgent contre des violences faites aux ressortissants de la Haute-Guinée. Et ça, vous le savez, ça a été une période assez longue où la Haute-Guinée, ses représentants, surtout lors de la période antérieure de la gouvernance du PIP, ils en ont profondément souffert. Et le RPG avait enregistré beaucoup de personnes victimes dans ses rangs du fait des exactions qui ont été commises contre la Haute-Guinée. Aujourd'hui, dans la deuxième partie du mandat, grâce à Dieu, les violences du côté de la Guinée forestière ont été moins intenses que par rapport au premier mandat. Donc, lorsqu'on regarde le champ politique de notre pays, aucune des composantes nationales n'a été épargnée par des violences de l'État à un moment donné de notre histoire. C'est la raison pour laquelle il ne faudrait pas que les forces qui veulent déstabiliser la Guinée aient le dessus. Et c'est pour cela que dans le cadre d'un État républicain qui met en avant les fondamentaux du droit, devrait sanctionner les dérives, surtout de ceux qui ont un pouvoir de décision lorsqu'ils appellent à la haine, lorsqu'ils appellent à la constitution de milices, parce que
il porte atteinte à la sécurité nationale. Et vous voulez parler de qui? Bon, on n'a pas besoin de citer le nom. Les procureurs, lorsqu'ils décideront de faire leur travail correctement, ils sauront de qui il s'agit. Donc, il y a des gens qui veulent créer des problèmes en Guinée, diviser pour régner. Et les populations, dans toutes leurs composantes, ne doivent pas tomber dans ce piège. C'est la raison pour laquelle je lance un appel à toutes les populations, quelle que soit la région, quelle que soit l'ethnie, de ne pas permettre à ceux qui veulent déstabiliser la Guinée de réussir, parce qu'ils ne portent que les germes de la haine et les germes de la violence. Maintenant, quels sont ceux-là qui veulent déstabiliser? Parce que quand vous écoutez Alpha Condé, c'est comme si c'est vous qui voulez déstabiliser. Quand vous écoutez un Damaro, je ne sais pas encore qui d'autre, pour vous, pour eux, c'est vous qui voulez déstabiliser. À partir du moment où vous avez lancé ce mot d'ordre. Maintenant, si tout le monde dit tel veut déstabiliser, on veut savoir qui veut déstabiliser. Non, ceux qui veulent déstabiliser, c'est bien ciblé, c'est bien clair. À partir du moment où vous remettez en cause les fondamentaux de votre état de droit sur une base fausse qui consiste à violer la Constitution, vous êtes l'instigateur de la déstabilisation de la Guinée. Et la communauté nationale et la communauté internationale a demandé à cela de stopper, d'arrêter. Donc ça c'est compris. Le clergé catholique l'a dit au président de la République, respecter la Constitution. Des forces morales de ce pays lui ont demandé de respecter la Constitution. L'étranger a demandé que ce soit des puissances proches et amies de la Guinée ont demandé au président de la République de respecter la Constitution, d'être dans le cadre des dispositions légales en ce qui concerne, disons, les institutions politiques de ce pays. Sauf qu'après toutes ces demandes, permettez-moi de vous interrompre, du clergé de la catholique, des partenaires à l'international, de l'opinion, une partie de l'opinion nationale, mais vous avez vu encore plus récemment, et très très récemment, Alpha Condé à Kindia, où il disait qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas, vaille que vaille, nous irons vers cette nouvelle constitution qui fait la promotion des handicapés, il faut le rappeler. Donc, est-ce qu'il vous écoute? Est-ce qu'il écoute cette opinion internationale? Est-ce qu'il a écouté le clergé? Dès lors qu'il a encore pris un décret pour, on va dire, préparer les esprits à comment ce référendum va se passer. C'est la raison pour laquelle on demande aux autorités morales, aux chefs religieux de ce pays, de ne pas baisser les bras, de s'activer pour le rencontrer. S'il le faut, il paraît que le président n'est pas dans la prédisposition de rencontrer qui. Non, les chefs religieux et les autorités morales, dans le cas d'espèce, doivent avoir les ressources internes. S'il le faut, pour s'asseoir devant la présidence pendant des jours et des jours pour rencontrer le président de la République, pour lui dire d'arrêter et de se détourner de la voie qui risque de mettre le chaos dans ce pays. Parce que c'est ça qui est fondamental. Donc ils doivent faire tout pour le rencontrer et le convaincre. Ils doivent faire tout pour le rencontrer. Il ne faudrait pas qu'ils mettent, disons, une question d'orgueil. Il s'agit de ce que leur responsabilité leur commande. Quand vous avez la possibilité, par votre voix, de sauvegarder la paix, de permettre à un pays d'éviter des désastres et avec des pertes en vie humaine, de changer le cours de l'histoire, il ne faudrait pas se réfugier derrière la facilité ou derrière un orgueil ou derrière quelques pressions que certains le font. C'est la mission que enseignent les religions révélées. Quand il s'agit de sauver des vies humaines, quand il s'agit d'aller dans le sens de la paix, faites le tout, quoi qu'il adviendra, pour que cela puisse être possible. Et là, il faut qu'il le fasse parce qu'il y va de l'avenir de la Guinée, il y va de l'avenir de ses enfants, parce que sans cela, le désastre est tout à fait probable et possible. Pour l'instant, on a entendu un cadre du RPG, notamment l'ancien ministre de la Sécurité, dire au protocole de la présidence de ne laisser personne aller distraire Alpha Condé à ses couturiers. Donc, regardez, on va voir si ça arrivera. Un retour un peu en arrière.
du vivant du président Lansana Conté, c'est la même personne qui a contribué à précipiter le général Lansana Conté dans une aventure où beaucoup de vies humaines ont été perdues. Vous voulez parler d'Alpha Ibrahima Makera? C'est vous qui le dites, mais il se reconnaîtra. Donc il veut faire la même chose? Et c'est pour cela que le président Alpha Condé devrait en tirer les leçons. Justement, moi je veux qu'on fasse un focus 30 secondes sur Alpha Condé. Je l'ai dit, le dernier ou la dernière des sorties du président Alpha Condé, c'était à Kindia sur cette question de constitution. Après tous les morts dont vous venez de parler, tous les dégâts à l'intérieur du pays, mais aussi tous ces appels-là du clergé, des opinions internationales et tout, il a dit à Kindia, il n'y a pas encore 5 jours, j'irai à cette nouvelle constitution, quoi qu'il fasse. Alors, la personne du président, quand il a dit ça ce jour, qu'est-ce que vous pensez désormais de sa responsabilité historique et personnelle après que tous ces appels aient été lancés, après tous ces morts? Qu'est-ce que vous pensez de l'homme à l'instant? C'est une question qui est particulièrement... Bon, elle n'est pas difficile, mais je pense qu'il faut rappeler les déclarations de M. Alpha Condé lui-même. Il veut être le Mandela de la Guinée, à l'image de Nelson Mandela pour l'Afrique du Sud. Nelson Mandela a réunifié son pays. Nelson Mandela a prêché la paix, la tolérance, la concorde et la cohésion du peuple sud-africain, quelle que soit la couleur, quelle que soit la religion, quelles que soient les tendances. Le président Alpha Condé, suite à son intention d'être assimilé au Mandela de la Guinée, il devrait s'inscrire dans cette logique. Mandela n'a jamais demandé à ce que, disons, des Sud-Africains soient tués pour satisfaire ses propres intérêts politiques. Il a toujours demandé, même lorsque Inkatha Buthelezi agressait les militants de l'ANC, il leur avait dit de ne pas répondre, de ne pas aller dans cette logique de vengeance, de vendetta, au risque de sacrifier la paix et la stabilité de l'Afrique du Sud. Et l'ANC avait connu beaucoup de morts suite à l'exaction des milices de M. Buthelezi. Mais par la suite, Mandela a réussi à ramener la paix et la quiétude dans son pays. C'est ce que nous souhaitons pour M. Alpha Condé. Mais là, il fait le contraire. Là, je pense qu'il se laisse griser par des sirènes qui ne vont pas dans le sens des intérêts politiques de M. Alpha Condé lui-même. Il est en train d'être utilisé pour satisfaire des intérêts de quelques groupes qui ont toujours utilisé aussi bien le général Lansana Conté que lui-même pour Donc, satisfaire... Donc il est pris en otage par un système et des clans. Il y a un système qui est là, qui est un système contre les Guinéens, contre la paix, contre l'émergence de la Guinée comme un pays construit fort et qui veulent toujours, pour satisfaire leurs intérêts, diviser les Guinéens. Parce qu'ils savent que les Guinéens unis, au-delà de leur diversité, ne pourront pas accepter l'inacceptable, c'est-à-dire la négation de leur citoyenneté. Alors, pour terminer sur cette question, la parenthèse de la résistance active contre cette nouvelle constitution, on a vu cette vidéo qui a fait le tour du monde, cette dame qui a servi de bouclier humain par des policiers, et ce même policier qu'on a présenté à la télé qui demandait excuse parce qu'il voulait protéger la dame. Votre réaction rapidement à cette vidéo avant qu'on termine par le report des élections? Non, je pense que nous avons, avec des responsables du FNDC, le week-end dernier, fait le tour pour présenter les condoléances, et nous sommes allés rendre visite à la famille de cette dame pour compatir à sa douleur et à sa souffrance. Et à ce niveau-là, j'ai indiqué que les citoyens ont découvert un instrument pour lutter contre cette forme d'impunité, pour lutter contre la violence. Les smartphones doivent être utilisés partout pour visionner tous les faits et gestes. Pour tous les faits et gestes dans des scènes susceptibles
de contrevenir à la nécessité de préserver les intérêts physiques et des biens des personnes. Utilisez les smartphones. C'est un degré de liberté que vous pouvez avoir pour lutter contre l'impunité, pour faire en sorte que les crimes qui sont commis dans le secret puissent être visibles partout. C'est cela qui obligera ceux qui répondent à des ordres liberticides qui ne sont pas légaux de se rendre compte qu'à tout moment, ils sont vus comme l'œil de Caïn. Ils sont vus, ils sont filmés et s'ils tirent sur les populations, les techniques d'aujourd'hui permettent des reconnaissances faciales. Quel que soit le nom que vous allez mettre, on peut connaître l'identité véritable de la personne et cette personne est passible de passer devant les tribunaux, que ce soit maintenant, demain ou après-demain. Donc, des éléments des forces de l'ordre dans ce contexte doivent se rendre compte qu'à tout moment, ils sont vus. Même s'ils ne s'en rendent pas compte, ils sont filmés. Et il faut, par ce biais-là, qu'ils refusent d'exécuter des ordres qui ne sont pas en conformité avec l'esprit républicain. Parce que sinon, c'est eux qui seront traduits devant les tribunaux. Ce ne sont pas les responsables qui sont dans leur bureau, qui ne sont pas connus, qui ne sont pas vus, qui seront exposés. Donc, c'est quelque chose de très important. Les smartphones, les petits téléphones, les Android doivent être utilisés par tout le monde dans le cadre, disons, de ne pas exposer leur vie pour que la vérité et les crimes ne soient pas commis dans une totale impunité et dans le secret. Damantan, vous avez dit, vous avez été chez lui pour lui dire de tout faire pour que son honneur ne soit pas entaché pendant qu'il sera à la tête de ce ministère. Évidemment, en parlant de Damantan, et je crois qu'il a fait en sorte que l'un des policiers soit arrêté. Et puis il est parti sur le terrain pour voir la dame qui n'a pas accepté, en tout cas sa famille, de le recevoir avec sa délégation. Qu'est-ce que vous dites aussi de ces deux faits-là? Non, je pense que aujourd'hui, quel que soit le nom que vous mettez, il est possible de reconnaître la personne directement incriminée. Donc les montages ne seront pas possibles. Ça, c'est un. Deuxièmement, je pense qu'il y a toujours un début pour mieux faire. Un début pour mieux faire. S'il y a une volonté réelle de changer la manière de faire, alors, alhamdoulilah. Vous pensez que Damantan s'efforce à s'inscrire dans ce sens-là? Non, je dis, en ce qui me concerne, tout acte qui permet à ce qu'aujourd'hui et demain, que la situation d'hier ne se répète pas, alors tant mieux. C'est souhaitable. Parce que nous appartenons tous à une communauté nationale. Nous appartenons tous nous sommes tous dans le même bateau. Si ce bateau chavire, nous perdons tous. Y compris ceux qui dirigent, y compris ceux qui sont dirigés. Donc, arrêtons-nous de faire du mal aux uns et aux autres et faisons en sorte que la quiétude et la paix soient restaurées entre le peuple et ses autorités. Bon. En 2 minutes, on va terminer pour parler d'élections législatives. C'est vrai que des partis politiques de l'opposition ont décidé de ne pas partir comme vous de l'UDD, mais de toute façon, le décret est sorti hier pour reporter ces élections. Qu'est-ce que cela vous dit, le report des élections? Le report n'est que technique pour permettre à la CENI, disons, de finaliser les opérations de confection des cartes d'électeurs et de leur distribution, parce que sans cela, ils ne pourront pas inventer une élection sans que cette opération ne soit faite. C'est l'une des raisons majeures du fait de ce décalage de 2 semaines. Mais ça n'a rien à voir avec une volonté de revoir le fichier électoral, parce que c'est là la source de problème, et ça risque même d'aggraver les choses parce que on nous parle d'un probable couplage avec le référendum qui est une dynamique anticonstitutionnelle qui ne correspond pas à l'intérêt du pays
et même à ce que devrait faire la Cour constitutionnelle. Donc si c'était une fenêtre ouverte, pour que vous qui n'étiez pas dans le processus reveniez, vous n'êtes pas prêt à revenir? Ce n'est pas une fenêtre ouverte, c'est une volonté d'aller dans la logique d'une fuite en avant pour organiser leur législative avec un semblant plus ou moins de régularité. Donc ce n'est pas une fenêtre ouverte pour donner une chance à la médiation des religieux pour aboutir à une révision totale du processus politique en cours dans notre pays. Mais je dis aux religieux de ne pas baisser les bras. Tant qu'il n'est pas définitivement tard, il faut toujours faire pour sauver la paix, pour l'intérêt de tout le peuple guinéen. C'est extrêmement important. Pour terminer, si ce report-là est aussi l'autre but, c'est de pouvoir coupler avec le référendum, vous pensez que ceux de vos amis de l'opposition qui ont décidé de participer simplement aux législatives, constatant qu'on va coupler, est-ce qu'ils doivent avoir la responsabilité de se retirer? Vous savez, aujourd'hui, au-delà de notre positionnement politique, opposition, mouvance, entre parenthèses, je vous dis, dans la mouvance, beaucoup de militants du RPG ne sont pas d'accord avec le cours politique actuel. Mais ils sont étouffés, ils sont écrasés et n'ont pas le droit à la parole. Et ceux-là doivent se retirer? Ils doivent se retirer. Dès lors qu'on parle de couplage. Mais je vais vous dire quelque chose. La situation, lorsque cela persiste, est dangereuse pour la stabilité du pays. Et je dis, tous ceux et toutes celles qui participent de près ou de loin à engager la Guinée dans un processus dangereux risquent demain de se retrouver avec une perte de leurs droits civiques et de leur éligibilité parce qu'ils mettent en danger la Guinée et ses institutions. Il faut y réfléchir et se positionner conséquemment en adéquation avec l'intérêt du pays. Ça n'a pas un poste de député. Si vous voulez avoir un poste de député avec quelques avantages, alors que vous risquez d'être coupable de plonger votre pays dans le désastre, que les gens réfléchissent à cela et en tirent les leçons pendant qu'il est encore temps. Bon, est-ce que vous avez un message pour Alpha Condé en 30 secondes? Non, je souhaite que le président Alpha Condé, comme il l'a toujours dit, respecte l'esprit de Mandela et se ressaisisse. Et je dis également, lorsque je l'avais rencontré en octobre 2015, au moment où j'étais en exil, ses paroles, c'était « nous devons tous travailler dans le sens de l'apaisement, dans le sens de la décrispation pour ne pas que notre pays soit perpétuellement dans des crises récurrentes parce que le peuple guinéen est fatigué. Il faut qu'il se souvienne de cela. Le peuple guinéen est fatigué. Il y a des personnes qui sont tuées, il y a des personnes qui sont en deuil. Je ne pense pas que, quelle que soit votre volonté d'assumer un pouvoir, le fait de voir des gens pleurer et qui sont de votre pays, qui sont de votre peuple, peut justifier certaines attitudes. Il y a des manières d'être grand, de continuer à vivre dans l'esprit des citoyens de son propre pays, dans l'honneur, dans la dignité. Ce n'est pas en s'imposant, en usant de violence, c'est tout à fait le contraire qu'il faut faire. Merci M. Ba de nous avoir reçus. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Café Débat. À vous, merci de votre attention. À demain pour un autre numéro. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.